Alors, quelques éléments en résonance avec toute cette riche soirée. Le premier élément qui m'a beaucoup frappé, c'est à quel point le changement de regard est essentiel. Et le changement de regard, il est aussi centré sur éviter des confusions. Par exemple, la confusion entre la faute et l'échec. Si l'échec est ressenti comme une faute, elle déclenche de la honte, ça a été dit à plusieurs reprises, et de la culpabilité. Et à ce moment-là, c'est la double peine. Non seulement il y a la situation difficile de l'échec proprement dit, et puis il y a le sentiment de la culpabilité et de la honte. L'autre élément où le changement de regard peut nous aider, c'est éviter la confusion entre ce que les philosophes appelleraient l'avoir et l'être. Je n'ai pas tel diplôme, donc je suis nul. Or, en réalité, il n'y a aucun rapport entre le fait de ne plus avoir tel ou tel bien, telle ou telle qualité, et pour autant, comme s'il s'agissait d'une perte de substance de son propre être. Ça, c'est le premier élément qui m'a beaucoup frappé et qui conduit ensuite à se poser une question fondamentale qui est, au fond, c'est quoi le contraire de l'échec? Parce que ce n'est pas la même chose de dire le contraire de l'échec, c'est la victoire, ou le contraire de l'échec, c'est la réussite. En réalité, si on se pose la question qu'est-ce que réussir sa vie, on se rend compte immédiatement que les échecs font partie de la réussite de notre vie. Se poser la question c'est quoi réussir sa vie, c'est passer de la question qu'est-ce que je fais dans la vie à la question qu'est-ce que je fais de ma vie. Au passage, puisque vous êtes dans le secteur de l'entreprise, c'est passer de la notion de l'emploi à la notion de métier. Parce que l'emploi, au sens étymologique du terme, ça veut dire être plié à. Donc d'une certaine façon, dans l'emploi, on ne réalise pas sa propre vie. Alors que métier, c'est un vieux mot qui nous vient du XIIe siècle, de la contraction, comme souvent à l'époque, de deux mots latins, le ministère et le mystère. Un métier, c'est un ministère mystérieux, c'est-à-dire ce qui renvoie à du projet de vie. C'est le même sens que le mot vocation. Eh bien, l'un des enjeux pour réussir sa vie, et là, y compris les échecs, peuvent jouer un rôle important dans cette trajectoire-là, c'est en se posant la question qu'est-ce que je vais faire de ma vie plutôt que qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, de se poser la question de c'est quoi mon axe de vie. C'est vrai sur le plan personnel, mais c'est vrai aussi sur le plan collectif. Quand par exemple une entreprise se pose la question quelle est ma raison d'être? Quelle est la nature du service que je rends? Quelle est la nature, non pas des bénéfices au sens monétaire du terme, mais la nature des activités bénéfiques que je vais produire. Donc ça, c'est un deuxième élément que je trouve important en résonance avec ce qui a été dit ce soir. Quand on se pose la question qu'est-ce que la réussite, on tombe sur des paradoxes. Je vais vous donner des exemples de personnes très célèbres qui incarnent des réussites de nature différente. Vous prenez Alexandre, le grand conquérant. Vous prenez Crésus, la réussite dans l'ordre de la fortune. Et puis, vous prenez deux autres personnes qui sont célèbres, Socrate et Jésus. Qui a réussi? Si on raisonnait à l'instant T, à leur époque, c'était évidemment Crésus du côté de la fortune et Alexandre du côté du pouvoir et de la conquête. Mais qui d'entre vous, dans cette salle, se nourrirait
des œuvres complètes, à supposer qu'ils aient écrit, de Crésus et d'Alexandre pour guider sa vie. J'imagine qu'il n'y en aura pas beaucoup. Alors que du côté de Socrate et de Jésus, et on pourrait évidemment trouver bien d'autres exemples, on en trouvera. Paradoxe, parce que Socrate et Jésus, à l'instant T, ce sont deux losers absolus. Dans les deux cas, ce sont deux condamnés à mort. Socrate condamné à mort à boire le poison de la ciguë, Jésus en plus condamné à une mort infamante, puisqu'évidemment la croix à l'époque c'était la mort infamante. Qu'est-ce qui fait que ces deux êtres continuent à nous parler et à nous aider dans nos propres vies? Et je pourrais prendre d'autres exemples dans d'autres traditions de sagesse et de spiritualité. Eh bien, c'est justement parce que la nature de leur posture de vie, la nature de leur parole de vie était, comme Bruno l'a rappelé en introduction de cette soirée, c'était envie en deux termes. C'est-à-dire l'énergie de vie était telle qu'elle était y compris capable de passer la barrière de la mort. Ça, c'est un point important et paradoxal à prendre en compte, c'est que quand vous prenez les 4 grandes passions humaines, la puissance, la richesse, l'amour et le sens, eh bien, ce sont l'amour et le sens qui ont une énergie telle qu'elles sont capables de passer la barrière de la mort, alors que ce n'est pas le cas de la richesse, en tout cas de la richesse au sens de l'accumulation, et du pouvoir au sens de la conquête ou de la domination. Du même coup, ça m'introduit sur un autre élément de résonance, et j'étais frappé de ce que vient de nous dire aussi Jérôme, qui est un autre paradoxe, qui est le rapport à la mort. La mort, traditionnellement, on la considère comme l'échec suprême. La mort, au contraire, peut devenir au service de la vie. Les biologistes maintenant sont en train de redécouvrir ce que les sages ont découvert depuis longtemps, c'est-à-dire la mort comme sculpture du vivant, pour reprendre le beau titre d'un grand biologiste contemporain qui est Jean-Claude Ameisen. Vous avez une phrase célèbre de Confucius qui dit « Vis comme en mourant, tu aimerais avoir vécu ». C'est-à-dire le fait de comprendre notre finitude nous amène à nous poser la question de l'essentiel. C'est la même question que « qu'est-ce que je fais de ma vie ?» plutôt que « qu'est-ce que je fais dans ma vie ?» Si je me projette sur la dernière période de ma vie et que je relis ce qu'a été ma vie antérieure, ben évidemment, j'ai envie d'être dans l'essentiel plutôt que dans l'accessoire. J'ai envie de transmettre à des personnes que j'aime de l'essentiel plutôt de l'accessoire. Quand Jérôme évoquait tout à l'heure ce souvenir très émouvant qu'il se pensait aux portes de la mort et ce qu'il demandait, c'était le temps de pouvoir dire à ses parents qu'il les aimait, c'est quelque chose de très fort qui nous rappelle à cette occasion que ce que nous considérons souvent comme une espèce de bataille suprême forcément perdue, la mort, peut être au contraire au service de la vie. Vous savez, quand on regarde les termes que nous utilisons, quand on dit « la vie est un combat », la mort est un échec, la vieillesse est un naufrage, ben évidemment, à ce moment-là, il n'y a pas grand-chose à faire pour rajouter la retraite, c'est la dernière étape avant la déroute finale. On s'étonne après qu'on soit dans des sociétés dépressives. Alors que si on dit la vie est un voyage, la mort est un passage certes mystérieux, mais après tout nous en avons connu un autre très mystérieux qui est celui de notre naissance. La vieillesse nous permet au contraire d'avancer en sagesse
Et la retraite, je préfère de beaucoup le mot de nos amis espagnols, qui est le mot de jubilación, c'est-à-dire jubilation. Et à ce moment-là, nous comprenons bien que dans ce parcours-là, de la même façon que l'échec fait partie du trajet de la vie et est au service de la réussite de la vie au sens radical du terme tel que je viens d'évoquer, même la mort devient un élément au service de la vie. Alors du même coup, et là aussi le témoignage de Jérôme et tous ceux qu'on a entendus nous mettaient sur cette piste, nous sentons bien qu'il y a un lien profond entre la puissance, mais à ce moment-là la puissance créatrice, pas la puissance comme domination, et la fragilité. Paradoxalement, ce sont les êtres humains qui reconnaissent leur fragilité, soit parce qu'ils sont obligés de la reconnaître, ils ont vécu une situation d'échec, de blessures dramatiques, etc., soit parce qu'ils ont fait un travail intérieur qui les amenait à comprendre que la fragilité était une source de puissance créatrice, devient un élément absolument fondamental. Sortir du déni de la fragilité, comprendre que nous tirons notre force créatrice de la fragilité me paraît être aussi un élément essentiel au service du rebond. Et du même coup, et c'est mon dernier élément, ce rapport-là, évidemment, je le trouve non seulement dans mon rapport intérieur, mais, et ça a été une constante de toute cette soirée, dans mon rapport aux autres. Et c'est le fait de rencontrer des autres qui, à ce moment-là, au lieu d'être vécus comme des rivaux menaçants, mais qui deviennent des compagnons de route en humanité, qui est évidemment décisif. Et tous les témoignages magnifiques que nous avons entendus ce soir le montrent des deux côtés, c'est-à-dire à la fois du côté de la personne qui a bénéficié de cet accompagnement, et la gratitude qu'elle ressent à cette occasion, mais aussi ce qui était très frappant, c'est à quel point les personnes qui ont accompagné et qui ont accompagné bénévolement se sentent elles-mêmes gratifiées. Et gratifiées par quoi? Par un sentiment d'intensité de vie, parce que le philosophe Spinoza appelait la joie profonde, la joie d'être, comme alternative aux passions tristes. Parce que cette joie d'être, c'est précisément celle qui fait que le voyage de vie, y compris avec ses épreuves, y compris avec ses échecs, est un voyage d'une intensité exceptionnelle. Avoir cette possibilité extraordinaire de vivre de façon consciente une fraction infime du voyage de l'univers et se dire j'ai eu cette chance de venir sur cette terre, sur cette planète magnifique et de le vivre, c'est quelque chose d'extraordinaire et qui me fait penser à cette phrase magnifique d'Alexander Lowen qui disait « Traverser la vie, le cœur fermé, c'est comme faire un voyage en mer au fond d'une cale. » Eh bien, montons sur le pont. Je trouve que c'est la leçon que cette magnifique association Rebond nous a apportée au cours de cette soirée. Merci.